C'est le petit-fils du fondateur et c'est un personnage extraordinaire. Je profite de remercier mais chaleureusement pour tout le soutien qu'il nous a donné pour arriver à faire une journée ici à Cerbère et dans ce bel établissement. Merci beaucoup. Merci. On est bien entre ciel et mer à Cerbère et on va parler d'eau. Alors, je représente le Conseil national. Le Conseil national a une mission d'intérêt public. Je crois que dans la salle, ça parle un petit peu aux personnes qui sont ici. D'ailleurs, si vous êtes ici, c'est que vous êtes formidables parce qu'on vit une époque où les enjeux de société, les enjeux climatiques deviennent des défis, deviennent des réalités. Et on a besoin d'en parler, on a besoin de professionnels, on a besoin d'être formés, on a besoin de faire remonter les diversités sur le territoire de tous ces besoins. En fait, je pense que le lieu reflète un peu le sujet de la journée. Tout à l'heure, on a parlé j'ai parlé d'émotions et ce lieu est vraiment pour moi un lieu d'architecture qui nous relie à la terre et aux éléments, quoi. On voit la présence de l'eau dès qu'on rentre dans la salle de restaurant et c'est une émotion. Donc l'architecture crée des émotions. Bon, d'habitude je pars trop longtemps mais je vais essayer d'aller plus vite. Donc je vais me référer à Heidegger qui a beaucoup synthétisé la pensée et dit les mortels habitent vraiment lorsqu'ils sauvent la terre et s'ouvrent au ciel. Cette question en fait, que pose souvent Heidegger sur la question d'habiter. Je vais juste vous présenter du coup la maison de l'eau. Donc vous pouvez apercevoir juste ici donc le bâtiment qui a été conçu par l'architecte Philippe de Buisson et qui a reçu le prix d'insertion en milieu urbain donc par le CAUE et l'AMF 66. Et donc qu'est-ce que c'est la maison de l'eau et de la Méditerranée? Donc déjà on se trouve au Boulou et c'est un grand centre d'interprétation scientifique sur la thématique de l'eau. Et en fait vous pouvez voir différents espaces. On va aborder cette ressource à toutes les échelles, donc aussi bien au niveau de la planète que de la Méditerranée, mais aussi localement dans les Pyrénées-Orientales, notamment nous sur le bassin versant du Tech, puisque c'est les fleuves qui traversent la commune du Boulou. Moi, c'est un sujet. Et moi, l'objectif, c'est un peu de montrer quelle est la place, enfin comment, en 30 ans, le rôle de l'architecte et de l'urbaniste est devenu essentiel, parce qu'il y a eu un glissement assez fort entre le monde de l'assainissement, qui était en charge de l'eau depuis les hygiénistes du 19e. Et là, petit à petit, on voit que de plus en plus, il y a besoin des architectes et des urbanistes, je parle des deux. Et voilà, je voudrais vous montrer. Pour revenir sur les précipitations, à Perpignan, il pleut à peu près en moyenne 550 mm par an. Ces précipitations sont très ponctuelles. Souvent, on a la moitié, voire les 3/4 des précipitations en 2 ou 3 événements. C'est pendant les orages, principalement. Et en 2023, on a eu à peu près 250 et 230 mm seulement à Perpignan. 230 mm, c'est quasiment le climat de certains endroits d'Afrique du Nord. Et je crois que... C'est vrai que dans ce département, il y a un élément, un moment fondateur concernant l'eau, c'est la Gade de 40. Et donc c'est la grande inondation de 1940 qui a tout balayé. On s'en souvient encore, bien entendu, en particulier sur la vallée du Tech, mais aussi sur la Salanque, autour de Perpignan, etc. Et c'est vrai que quand on pensait eau, on a longtemps pensé inondation. Et donc, d'abord protection, et on a monté des digues, etc. Mais on a continué à construire comme si de rien n'était. Voilà. Moi j'avais une question, c'était sur l'état de la ressource. Donc en fait il y a aussi l'état des captages
hein, parce qu'en fait l'idée c'est quand même effectivement de pas consommer l'eau, enfin en tout cas de se limiter. Et en fait qu'est-ce qu'on connaît en fait de tous ces forages qui ne sont pas recensés et de toute cette estimation en fait aussi de la profondeur. Quelles sont les démarches à mettre en place pour connaître un peu l'ensemble de la ressource, parce que vous l'avez évoqué mais vous n'avez pas donné de solution tout à fait, quoi. Voilà, c'était ça une des clés quand même intéressantes. Donc en fait, je travaille aussi avec des agriculteurs. Je travaille avec des agriculteurs qui n'ont pas forcément déclaré leur forage et qui prélèvent plusieurs centaines de milliers de mètres cubes par an, par forage. Donc quand on sait qu'il n'y a que 15% des forages, 20% on va dire, qui sont déclarés, il y a une inconnue qui est gigantesque, ce qui est presque rassurant. Aujourd'hui, je voulais justement essayer de vous présenter plein de manières en fait, qui ont été expérimentées à travers l'histoire d'utiliser l'eau en architecture. Donc c'est des choses, on ne va plus parler de réglementation, de décennale, etc. C'est complètement loufoque, c'est des trucs un peu plus... voilà, vous allez voir, c'est des constructions un peu étranges. Donc je voulais parler des questions d'inertie thermique, de rafraîchissement, de la thématique de l'eau de chaleur, et après si je peux terminer sur la question de la revalorisation de l'eau en ville en prenant le cas d'une étude faite à Arles. Qui travaille pas mal sur l'autonomie. On va présenter 2 projets. Le premier projet, c'est une maison autonome au sud d'Essaouira, avec en fait là une forte pression du désert, quoi. En fait, depuis 10 ans que les architectes sont installés à Essaouira et que la maison a été faite, en fait, le désert a fortement progressé dans cette zone et c'est très sensible. Et ensuite, un deuxième projet qui est dans la médina de Rabat. Et là, en fait, un projet qui est aussi autonome en eau, où il y a un seul robinet, ce qui fera plaisir à Yves, et qui a pour objectif en fait de travailler avec la ressource en eau disponible et de créer de l'autonomie. Donc il traite les eaux grises, on verra un petit schéma. Donc l'eau, nouveau paradigme architectural en 2024. Aujourd'hui, ce qu'on observe, on l'a suffisamment dit, beaucoup de contraintes en termes de restrictions, de réglementation plus strictes ou pas, selon les cas. Quand on a besoin d'eau, on trouve des solutions pour assouplir, mais c'est quand même plus l'usage... très largement, majoritairement fabriqué par de l'eau, et que si l'eau extérieure va mal, du point de vue de sa qualité, du point de vue de la nature de sa présence, du point de vue de ses propriétés, notre eau intérieure ne peut pas aller bien, ce qui va avoir des répercussions de santé. Alors on vous invite à l'apéritif et ensuite aussi à un dîner qui va suivre. Merci à tous d'être venus à cette belle journée. Merci aux intervenants et à très vite à la prochaine AT.